choix de Pierre-Olivier Sanchez. C'était le roman J.R. de William Gaddis. Alors, William Gaddis, il est né en 1922. Il a publié donc son premier roman, Les Reconnaissances, en 1955. Les Reconnaissances, qui est j'en dis quand même un mot, c'est un monument. C'est tellement un monument, il fait 1300 pages, qu'il n'est jamais sorti en poche. Il est toujours depuis l'origine du monde entier chez Gallimard. Je vous encourage à le commander, parce que c'est très très bon, mais on va parler de J.R. Alors, J.R. il le publie, c'est son deuxième roman, il le publie 20 ans plus tard, en 1975. Et quand il meurt en 1998, Gaddis, il a écrit 5 romans en tout et pour tout. Donc c'est quelqu'un qui a su se faire assez rare. Et il est considéré comme l'un à la fois des précurseurs et puis des papes du postmodernisme. Alors le postmodernisme, j'aime pas trop ce mot, mais derrière le mot, il faut reconnaître que, et c'est un simple constat, que j'adore des tonnes d'auteurs qui sont rattachés au postmodernisme. C'est comme ça. Et donc il est souvent considéré comme l'égal, le troisième larron quand on parle de William Gass ou de Thomas Pynchon par exemple. Et comme c'est aussi des gens qui ont su se faire très rares dans les médias, qui sont très discrets, il y a même eu des critiques malins qui très sérieusement pendant 20 ans ont prétendu que ces trois-là étaient une seule et même personne et qu'en fait ils changeaient de pseudonyme et que c'est pour ça finalement qu'il n'en écrivait pas beaucoup sous chaque pseudonyme, parce que comme ils les écrivaient tous, que c'est des gros romans, ça finissait par pas mal occuper. Mais bon, ça n'a jamais été prouvé. Alors bon, pour parler d'un monstre comme J.R. en 5 minutes, ce qui est juste pas possible, heureusement j'ai pu m'appuyer sur l'excellente préface d'Ivan Nabokov, donc, qui est responsable de la réédition de 2011 chez Plomb, qui est une superbe édition. Donc l'histoire que raconte J.R. c'est simple en fait. J.R. c'est un gamin de 11 ans que sa classe d'instruction civique à New York emmène à Wall Street avec tous les enfants de la classe pour bien comprendre le sens de la vie au cœur du système capitaliste américain. Et puis on leur fait acheter à la fin chacun une action, choisie parmi celles qui ne coûtent vraiment rien, pour que les gamins puissent se la payer. Et après, ils sont censés avec ça en tirer une grande leçon et tout. Bon, ok. JR, lui, il va, disons, se prendre au jeu. Donc il a ses 11 ans et il va échafauder en quelques mois un véritable empire financier de papier à base d'actions, etc. Mais le tout est raconté de manière qui est à la fois extrêmement réaliste. Tous les mouvements financiers et juridiques qui sont utilisés existent réellement, ils sont légaux, on peut les faire, même quand on a 11 ans. Il y a quelques prête-noms près. Et puis il y a en même temps ce récit lorgne du côté de l'énorme farce, à commencer par le fait que pour démarrer, il est obligé d'organiser un chantage auprès de 2 professeurs un peu vulnérables pour qu'ils acceptent d'héberger sa société, puis d'entreposer chez eux, qui peu à peu deviennent une sorte d'invraisemblable capharnaüm, divers produits des différentes activités d'achat-revente que fait le gamin dans son empire en gestation. Donc c'est une histoire qui est assez fabuleuse. Il y a une chose qui complique un peu la tâche au lecteur, mais qui est la source d'un très rare plaisir en même temps, c'est que tout cela s'est raconté uniquement dans des dialogues dont les protagonistes ne sont jamais nommés, et il y en a au total pas loin d'une centaine, et qu'on ne peut reconnaître qui parle que par le contexte, l'éthique de langage d'un tel ou d'un tel, une référence à un échange précédent qui a peut-être eu lieu 150 pages auparavant, ce genre de choses. Donc c'est très très chouette, c'est assez passionnant, c'est de la lecture qui engage un peu le lecteur quand même. Donc c'est jouissif, c'est très drôle, c'est très profond, c'est assez vertigineux, et à mon avis ça justifie totalement l'avis de beaucoup de critiques qui en font, en majuscule, le grand roman américain qui incarne les 100 dernières années américaines, parce que c'est vraiment les États-Unis. Je vais tenter de lire un extrait, donc là je vous demande votre indulgence, parce que c'est un dialogue, quoi. Donc je vais essayer de vous montrer quand il y a des tirets pour au moins ce que vous sachiez qu'on change d'interlocuteur, parce que moi j'arrive pas à faire des voix suffisamment différentes pour tout ça. De l'argent, d'une voix qui crissait. Des billets, oui. Et nous n'en avions jamais vu des billets. Nous n'avons pas vu de billets avant de venir dans l'Est. Ça paraissait si étrange la première fois qu'on en a vu, sans vie. On ne pouvait pas croire que ça valait quelque chose. Pas après avoir entendu Père faire sonner ses pièces. C'était des dollars d'argent. Et des demi-dollars. Oui, et des pièces de 25. Julia, celle de ses élèves, je l'entends encore. La lumière du soleil, retenue dans la poche d'un nuage, se répandit brusquement, éparpillée sur le plancher par les feuilles des arbres dehors. Monter les marches de la véranda comme elle sonnait à chaque pas. Il
Il faisait faire leur gamme à ses élèves avec des pièces de 25 cents qu'il lui apportait posées sur le dos de la main. Il prenait 50 cents par leçon, voyez-vous, monsieur. Cohen, sans H. Maintenant, mesdames, si vous voulez bien, c'est exactement comme cette histoire de vœu de père, d'avoir un buste immergé dans le port de Vancouver et ses cendres dispersées sur l'eau, et James et Thomas dans leur barque en train de taper avec leurs rames sur le buste parce qu'il était creux et ne voulait pas couler, et la tempête qui se lève, et leur souffle, les cendres à la barbe. Il n'y a jamais eu de buste de père, et je ne me rappelle pas qu'il soit jamais allé en Australie. C'est exactement ce que je voulais dire à propos de la façon dont les histoires commencent. Eh bien, ça ne sert à rien de les répéter devant quelqu'un qui nous est totalement étranger. Je ne dirai pas cela de M. Cohen, Julia, il en sait plus sur nos affaires que nous-mêmes. Mesdames, je vous en prie, ce n'est pas pour fouiller dans votre vie privée que je suis venu, mais votre frère étant mort intestat, certains sujets devront être abordés qui sans doute ne l'auraient jamais été autrement. Maintenant, pour en revenir à la question 2, je suis sûr que nous n'avons rien à cacher. Il y a beaucoup de frères qui ne s'entendent pas après tout. Et venez donc vous asseoir, M. Cohen. Tu ferais aussi bien de lui dire toute l'histoire, Julia. Eh bien, Père avait tout juste 16 ans, comme je le disais. Iracob lui devait de l'argent, c'était pour un travail que Père avait fait. Il avait probablement réparé une machine agricole. Père a toujours été habile de ses mains. Et puis il y a eu un problème avec l'argent. Au lieu de payer Père, Ira lui a donné un vieux violon et il est allé dans la grange pour essayer d'apprendre à en jouer. Son père l'a entendu, il est entré dans la grange et a cassé le violon sur la tête de Père. Nous étions une famille quaker après tout. On ne faisait pas des choses qui ne payaient pas. Bien sûr, mademoiselle Basset, c'est tout à fait louable. Maintenant, pour en revenir à la question de la propriété, c'est ce dont nous parlons, si vous voulez bien être un peu patient. Ma foi, oncle Dick, le frère aîné de Père, est revenu dans l'Indiana à pied tout le chemin depuis la prison d'Andersonville. Et après cette affaire de violon, Père a quitté la maison et est allé à l'école. La chose qu'il a toujours voulu, toute sa vie, c'était de posséder tout ce que son regard pouvait embrasser. Dans toutes les directions. J'espère que vous nous avons donné un aperçu clair de la situation. Nous pourrions, s'il venait s'asseoir ici, il ne trouvera rien à regarder par la fenêtre. J'avais espéré, dit M. Cohen de l'extrémité de la pièce, où il semblait s'appuyer contre la fenêtre, je m'attendais à ce que Mme Angel soit avec nous ici aujourd'hui, continua-t-il d'un ton aussi vide d'espoir que le regard qu'il avait dirigé vers l'extérieur à travers un massif d'arbres à feuilles persistantes qui venait juste de s'assombrir à restreindre la perspective d'un débordement de roues étouffé par le chèvrefeuille qui avait depuis longtemps investi la vigne du fond, où un autre bâtiment était silencieusement dévoré sous ses yeux par le rhododendron. Madame Angel, la fille du défunt. Oh, c'est le nom de femme mariée de Stella, n'est-ce pas? Tu te rappelles, Julia, Père disait toujours, mais Stella a appelé, tu n'as pas dit toi-même, Anne, pour dire qu'elle prenait un train plus tard? C'était Angels avant, le nom a été changé on ne sait quand. Je crains de ne pas l'avoir dehors, je dois aller au tribunal. J'en vois mal l'utilité, monsieur Cohen. Si le mari de Stella est si impatient, qu'il prend des avocats et se précipite au tribunal, vous êtes en train de perdre un bouton ici, monsieur Cohen. Thomas a eu le même problème quand il s'est mis à grossir. Et il était incapable de garder un pli à quoi que ce soit aussi. Mademoiselle, bon, basta, je crains de ne pas m'être fait bien comprendre. Ma présence au tribunal aujourd'hui n'a strictement rien à voir avec cette affaire. En fait, croyez-moi, mademoiselle, croyez-moi toutes les deux, la dernière chose que je souhaite, c'est de vous voir au tribunal. Écoutez, vous devez comprendre que je ne suis pas ici seulement en tant que fondé de pouvoir de M. Angel, je suis ici en tant qu'avocat de général... Il est interrompu et je ne vais pas continuer parce que...